Salut tout le monde, bienvenue dans A priori. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui crispe. Et c'est le cas de le dire. Il vous a peut-être crispé, vous aussi, mais vous ne l'avez probablement jamais interrogé. Avez-vous déjà demandé à une personne, à une femme, a fortiori, qui porte le voile, pourquoi elle le porte et quelles sont ses convictions? Aujourd'hui, dans A priori, on pose toutes nos questions à Issa Nawash. Elle porte le voile depuis ses 17 ans et elle nous explique pourquoi. Bonjour Issane. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On n'est pas Merci tout pour à fait l'invite. deux inconnus. On s'est Non. déjà rencontrés quelques fois pour parler de toute une série de sujets, notamment pour ce livre paru en 2024, C'est pas personnel, qui parle d'une polémique au cœur de laquelle tu as été plongé malgré toi. Notamment pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas l'image ne le voient pas. Tu es une personne voilée, tu es une femme, tu es beaucoup, beaucoup de choses. Et je sais que tu n'aimes pas être réduite à ton voile. Et donc, on a un peu de mal à te dire que c'est ça le sujet du podcast. Mais tu vas voir, ça va nous emmener finalement sur toute ta carrière parce que tu as une carrière assez incroyable. Tu as des expertises qui parfois sont sous-évaluées. On va évoquer tout ça. Est-ce que tu peux te présenter? Comme ça, je te laisse toi-même choisir les mots avec lesquels tu te présentes à nous. Ça va. Merci déjà pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je suis autrice donc de 2 livres et également de 2 autres ouvrages académiques, l'un qui va sortir bientôt. Également, je suis donc entrepreneuse sociale, c'est-à-dire que je travaille sur différentes thématiques. Je travaille dans le domaine de l'énergie, Ouais. donc je fais partie d'ailleurs aujourd'hui du conseil d'administration du régulateur pour l'énergie et l'eau à Bruxelles. J'ai une carrière en effet essentiellement dans le domaine de l'énergie. Et à côté de ça, comme j'aime bien m'exprimer sur des sujets qui me dérangent et je suis fortement impliquée pour la justice sociale, j'ai développé toute une série d'initiatives, travaillé avec les jeunes, sur le féminisme. Et aujourd'hui, je travaille essentiellement sur le leadership des femmes. Ouais. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça parce que voilà, je vois qu'on peut vraiment avoir du changement et de l'impact sur les autres, sur la société, à travers quelquefois du micro-changement qui peut donner un changement plus grand. Et c'est là que je peux citer quand même ce deuxième livre, Oui. Open Up Your Organization, Oui. voilà, où tu mets en place, tu illustres la méthode Open, dont ça, on parlera exactement. peut-être tout à l'heure. Merci pour cette présentation. Tu viens d'une famille assez engagée, du moins je connais aussi ta sœur. Qui ne On connaît pas salue ma sœur? Salma, voilà, qui en Belgique ne connaît pas Salma Awash, qui est engagée plutôt au sein du mouvement réformateur, qui est aujourd'hui conseillère, elle l'est toujours, hein. Non, maintenant, elle est directrice générale adjointe pour l'enseignement chez Wallonie, Bruxelles. Ah oui, oui, ah, mais je pensais qu'elle... ok. Et elle a été aussi porte-parole du mouvement réformateur. Et alors, ton frère est engagé dans la commune de Molenbeek via le théâtre, lui. Tout à fait. Toujours dans un souci de réinsertion des jeunes. Je ne sais pas si tu aimes le terme réinsertion. Je sais que parfois, ce n'est pas le terme qu'on apprécie le plus. Oui, en fait, la réinsertion, disons qu'on va plutôt l'utiliser pour des gens qui sont exclus de la société ou qui viennent de l'étranger. Moi, je préfère utiliser par exemple le mot inclusion, qui est comment est-ce qu'on fait société ensemble avec tous des gens qui sont nés ici et qui sont là, quoi. Donc voilà, famille engagée. Mais on va peut-être commencer par là pour comprendre ton parcours et surtout te poser la question qu'on a envie de te poser dans ce podcast. Pourquoi tu portes le voile? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? De quel milieu tu es issue? Je vais juste préciser que j'ai aussi une autre sœur qui est institutrice. Ah, mais voilà. tu vois, j'ai Mais mal c'est fait ça. mes fiches. Mais elle n'est pas Je engagée pensais connaître publiquement. les Elle a RH. bien sa vie tranquille, comme Ok, ça. voilà, on ne va pas la citer. Donc, tu me disais comment je suis engagée, c'est ça? Non, tu es issue de quel milieu? Ouais. Voilà, que Donc- font tes parents? Où est-ce que tu as évolué? Où est-ce que tu as grandi? Oui. Alors, en fait, moi, mes parents, en gros, même mon éducation en Belgique, c'est plus un accident, parce qu'à la base, mon père a été envoyé par le Maroc en tant que diplomate ici en Belgique. Et donc, ma mère, quand elle s'est mariée, l'a rejoint en Belgique. Et ils avaient décidé de retourner vivre au Maroc, parce que je pense d'ailleurs qu'ils auraient eu une vie plus confortable au Maroc, proche de leur famille, en tout cas, sans souffrir de ces séparations que quelquefois on sous-estime. Je me rappelle encore, par exemple, mon père qui roulait en Espagne et qui avait appris que sa mère était mourante. Enfin, voilà, c'est des situations vraiment très dures qu'on vit quand on s'expatrie. Alors, on va dire immigration quand c'est de l'Afrique vers l'Europe, mais l'Europe vers le reste du monde, on va parler d'expatriation, mais bon, voilà, c'est la même chose. Et donc, moi, j'ai grandi dans une famille où mon père travaillait
travaillait. Ma mère est une femme aussi très intelligente. Elle avait la particularité aussi qu'elle a grandi dans une famille où les femmes, même les hommes d'ailleurs, ne fréquentaient pas beaucoup l'école. Elle a eu son bac à 16 ans. Elle a eu le meilleur prix de mathématiques de toute sa région de Meknès au Maroc. Donc, je n'ai pas grandi avec ce truc de les femmes ne sont pas bonnes en maths, parce que ma mère était très bonne en maths. Je n'ai pas grandi avec ce truc de parce que tu es d'origine étrangère, tu ne vas pas faire d'études. Donc pour moi, c'était évident que j'allais aller à l'UNIF. Et donc ça, c'est ce qui démarque un peu, en quelque sorte, mon immigration, de l'immigration, je dirais, plus générale ici en Belgique. Et donc j'ai été dans une très bonne école où malheureusement j'ai vécu le racisme très tôt. Donc la bonne chose, c'est que j'ai eu une très bonne scolarité, mais j'ai eu à faire face à du racisme de l'âge de 12 ans, 13 ans, et devoir répondre à des professeurs. C'était vraiment, soit j'acceptais ce qu'ils me disaient, je baissais la tête, soit je devais me défendre. Et donc j'ai grandi avec ce militantisme. Et pour rester sur la période de l'enfance / préadolescence, ce racisme, tu le sentais dirigé vers ta religion ou vers tes origines ethniques? C'est une bonne question, mais je crois que c'est souvent un mélange des deux. Donc il y avait le côté arabe, et puis il y avait le côté religieux. Je me rappelle notamment quand j'étais en secondaire, c'était à l'époque où les talibans avaient pris le pouvoir en Afghanistan, la première fois, et qui détruisaient en fait toutes les statues de Bouddha, tout ça, enfin tout l'héritage de l'Afghanistan qui était détruit. Et j'avais des profs qui m'interpellaient moi, quoi. Mais moi, j'avais, je crois, 15 ans En ou te quoi. demandant Enfin, pourquoi les talibans font ça? qu'est-ce que j'en sais, moi, en fait. Et en fait, quand tu es la seule dans un environnement, tu deviens tout d'un coup le porte-parole. Et donc, on t'interroge sur des choses sur lesquelles, bah, franchement, j'en sais rien. Et moi, je trouvais ça aussi horrible. Et dans ma famille, on trouvait ça horrible. Donc, je ne pouvais pas répondre de ça. Et je ne vais pas défendre ni attaquer, en fait. Pourquoi on me demande à moi de prendre une position par rapport à ça? 15 ans. Oui. Et puis, j'avais aussi, par exemple, c'était une prof d'histoire qui, quand j'avais 12 ans, était partie prendre des tracts du Vlaams Belang, qui citait des pseudo-versets du Coran et qui disait ça en cours pour expliquer les croisades, et que c'était en plus des faux versets. Donc moi, j'étais là, je lisais ça, je dis mais c'est faux. Et donc j'allais le soir et je disais à mon père, tiens, il disait mais c'est pas vrai. Et donc après, on a retrouvé la source, qu'en fait, c'était des tracts du Vlaams Belang. Donc après, tous mes profs n'étaient pas comme ça, heureusement. Oui, mais c'est des petits épisodes un peu traumatiques quand même. Et donc, tu te retrouves dans une dualité entre ton identité, tes identités, et ce monde scolaire très rigide aussi, où on ne pouvait pas confronter le professeur. J'étais vue comme une fille rebelle, alors que honnêtement, quand je regardais d'autres écoles et d'autres élèves, j'étais sage, quoi. Enfin, je veux dire, tu ma posais des rébellion. questions, quoi. Oui, c'était ça. C'était pas une rébellion, j'interrogeais, je refusais certaines choses. C'était la rébellion intellectuelle, c'est ça. de la curiosité. Puisqu'on est dans l'enfance, tu parlais, c'est intéressant parce qu'en parlant de ta famille, à aucun moment tu n'évoques la croyance, la foi. Est-ce que tu es élevée dans un milieu pratiquant? Après, ça dépend toujours ce qu'on implique comme pratiquant. Moi, je pense que je suis pratiquante, que mes parents sont pratiquants, que ma famille est pratiquante. Après, pour moi, pratiquant, comme ça, tu vois où je veux aller, c'est est-ce que tu voyais autour de toi des signes qui t'invitaient à croire que tu avais une religion, que tu appartenais à une religion, que tu défendais une religion, enfin comme aller à l'église pour les chrétiens. Voilà, est-ce que toi, ça faisait partie de tes traditions? Ouais. Après, nous, on n'allait pas vraiment à la mosquée. On allait plutôt, voilà, quand il y avait l'Aïd, donc la fête religieuse, mais on n'a pas cette relation. Par exemple, il n'y a pas le vendredi, tout le monde à la mosquée. Mais oui, mes parents priaient, j'ai très vite appris à prier. Mais j'avais quand même ce truc un peu de vouloir décider par moi-même. et je me rappelle que je faisais mes prières et je faisais croire à ma mère que je ne priais pas. Et ma mère, pour elle, la prière est très importante. Donc, je dirais, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on négocie tout le temps. Hein. Dans la religion, comme pour tout dans la vie, on négocie avec nos valeurs. Ça, il faut être très clair par rapport à ça. Mais pendant tout un temps, en fait, je m'amusais à lui faire croire que je ne priais pas, parce que je lui disais, bah, c'est ma vie, c'est moi qui décide. Et elle acceptait? Ça l'énervait quand même, hein, parce qu'elle disait pourquoi, enfin voilà, c'est un moment de recueillement, c'est important, etc. Et c'est une habitude pour elle, la prière, c'est une habitude comme tu te brosses les dents le matin, et c'est ce qu'elle me disait tout le temps. Et donc c'est important dès l'enfance de l'avoir, comme ça ben, tu l'as toute ta vie, et c'est une question d'hygiène de vie. Est-ce que tu peux remonter à, disons, ta vraie rencontre spirituelle, donc pas la rencontre traditionnelle du tu dois faire ta prière et on doit aller à la mosquée, même si vous n'y alliez pas forcément, et on doit fêter l'Aïd, à waouh, j'ai vraiment envie de rencontrer le Dieu dont on me parle depuis longtemps. Ouais, je me rappelle très bien parce que j'avais 13 ans et je me suis dit, mais je ne vais pas être musulmane parce que mes parents sont musulmans. Et si la foi est quelque chose d'aussi important, bah, c'est important
que je fasse un choix en conscience. Mhm. Et donc, 13 ans, waouh, c'est... ouais, vraiment, j'avais eu une grosse remise en Ouais. question. Et donc, je me disais, finalement, est-ce que je crois ou pas en Dieu? Et je commençais à lire beaucoup par rapport à ça. Et c'était pour moi la première question, est-ce que tu crois ou pas en Dieu? Mhm. Et je pense que la croyance en Dieu, c'est quelque chose qui est inhérent, on l'a pas en fait. C'est pas quelque chose qui se construit, c'est pas quelque chose qu'on rationalise. Et donc, je sentais que je croyais en Dieu et que ça, pour moi, c'était pas une question. Et donc, du coup, j'ai été prendre une Bible, j'ai été prendre une Torah. J'avais aussi été prendre du livre sur le Ah ouais. bouddhisme et j'ai commencé à lire. Et donc, j'ai un peu refait la Genèse, l'histoire des religions, etc. Et je me suis beaucoup intéressée à ça. Et ce qui m'a convaincue, je me rappelle, c'était les preuves scientifiques du Coran. Donc, je suis quelqu'un qui est passionné par la science. Et c'est quand j'ai découvert qu'il y avait des preuves scientifiques dans le Coran, qui ont été énoncées avant des découvertes, etc., que je me suis dit, ah voilà, pour moi, c'est la preuve. Donc, j'ai eu une... C'était à la fois une spiritualité inhérente à Mhm. moi, parce que je croyais en Dieu, mais en même temps quelque chose de construit, un argumentaire que j'avais, qui m'a poussée à me dire, bah, je suis plus musulmane que je vais être juive ou chrétienne. Ouais. C'était, voilà, pour moi, la discussion était plutôt dans le livre, avec un Mhm. grand L, comme on dit. Et puis je me suis dit, mais non, en fait, est-ce qu'il distingue aussi? Moi, je crois au prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, Mhm. je crois à son histoire. Et donc, c'est ça qui m'a ramenée en quelque sorte. Mais j'ai eu comme ça environ 6, 8 mois de Mhm. tergiversation. T'as eu Euh, envie de choisir, en oui, fait. c'est ça, exactement. Et selon toi, justement, le Dieu de ces différentes religions, c'est le même ou pas? Oui, Ouais, oui, je pense que c'est surtout une question d'histoire chronologique et de ok. reconnaissance des prophètes ou pas, en fait. Et quand tu parles de preuves scientifiques, moi j'ai pas lu le Coran, j'ai lu la Bible. Je suis issue d'une famille, disons, traditionnellement catholique. Et je suis en pleine interrogation. Donc c'est pour Mm. ça qu'il y a plein de questions que je vais te poser. Ce sera peut-être pas celle de la journaliste, mais je serais vraiment curieuse. Notamment quand tu dis, je savais que je croyais en Dieu, mais même à toutes les personnes non croyantes qui nous écoutent, comment tu sais que tu crois en Dieu? Euh, mais c'est une bonne question parce que c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Euh, alors moi, j'aime beaucoup aussi regarder la nature. Et je me suis dit, la nature ne s'est pas créée seule. Et je respecte les gens qui croient à ça, je veux Mhm, dire. Mais pour moi, il y a un Dieu qui a créé tout ça. Et mhm, c'est quelque chose qui est... Quand on voit la nature, comment les abeilles butinent sur les fleurs, et les fleurs qui commencent à sécréter... Enfin, je veux dire, les plantes, mhm, c'est des êtres végétaux qui n'ont pas de cerveau en soi, mais qui commencent à sécréter aussi des mhm. substances pour attirer les abeilles. Les abeilles qui ensuite, bah, du coup, grâce au pollen... Enfin, il y a tout un Oui, cercle dans oui, la c'est nature qui trop est beau, tellement quoi. beau. Je Ouais. me dis, c'est pas possible. Et c'est enfin, c'est parfait. S'il n'y Mhm, a pas d'intervention humaine qui mhm, décime des espèces ou le réchauffement climatique, la nature fonctionne très bien de manière parfaite. Il y a une ouais. chaîne alimentaire qui doit être respectée. Il ne faut pas éradiquer une espèce. Si tu éradiques une espèce, toute la Mhm, nature est foutue en l'air. Et donc, il y a aussi cette espèce de beauté pour moi de la mhm, nature, donc au-delà de l'aspect scientifique, que je me suis dit, non, mhm, ça a été créé par Dieu. Ça ne peut pas être créé tout seul par juste un mhm. Big Bang qui s'est créé en effervescence scientifique, quoi. Ouais, C'était ouais. plus ça. Tu parlais à Dieu quand tu étais petite? Enfin, comment s'illustrait cette relation à Dieu depuis Ça, tes 13 ans? On va dire ouais. à partir du moment où tu as vraiment conscientisé ta croyance. C'est intéressant parce qu'au début, je n'osais pas, parce que je me disais qu'il fallait parler en arabe. Et moi, je connais bien le dialectal marocain, mais l'arabe littéraire, l'arabe du Coran, je ne le connais pas bien. Et donc au Ah, et début, tu je n'osais pensais que pour pas. parler à Dieu, il fait Ouais. ah, c'est trop mignon. Et donc du coup, je voulais apprendre des invocations spécifiques. Et donc je prenais tout le temps, bon, il n'y avait pas les smartphones à l'époque, hein, mais donc je prenais Mhm, des petits livres avec des invocations et je récitais des invocations. Et puis à un moment donné, c'était en discussion avec mes parents qui m'ont dit, mais non, tu parles en Dieu dans la langue que tu veux, tu demandes à Dieu ce que tu veux, quoi. mhm, Et ça, par exemple, c'est quelque chose où il m'a fallu du temps pour ça. Alors que je vois, par exemple, mes enfants, ils ont cette habitude, ils vont, voilà, quelquefois, je vois mon fils qui a 5 ans, et il met ses comme ça, il commence à parler à Dieu, il demande des choses, quoi. Je me dis, mais c'est génial. Bon, après, il va lui demander des trucs. Je veux un déguisement demande à Hulk. Saint-Nicolas de C'est ça, m'apporter c'est le. ça. Oui, mais c'est un peu ça, en fait. C'est comme la demande à Saint-Nicolas. Et je trouve ça chouette vraiment Mhm, ce côté-là aussi que j'aimais bien dans l'islam, c'est pas d'intermédiaire entre toi et mhm, Dieu, et tout le monde peut parler à Dieu, mhm, n'importe où t'es, dans n'importe quelle langue mhm. et tout ça. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai plus appris, en fait. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, seraient les grandes différences entre la foi catholique ou chrétienne, on va dire, et l'islam? Je dis ça parce qu'on lit souvent beaucoup de critiques ou beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui se permettent de dire beaucoup de choses et qui sont là, oui, mais si elle est vraiment croyante ou s'il est vraiment croyant, alors pourquoi ne pas être chrétien? Pourquoi ne pas être effectivement bouddhiste? Ou, Mm. voilà, toi, ce serait quoi ta réponse, même si tu parlais un peu des preuves scientifiques?
Au-delà de ça, c'est tout simplement la reconnaissance ou pas que le prophète Mohammed est un prophète. En fait, c'est juste ça. Enfin, pour moi, c'est pour ça. Pour moi, c'est la même religion. C'est juste C'est que ça. chacun s'arrête un peu à un autre endroit. Pour moi, ça reste là-dedans, mais la philosophie reste la même. Et d'ailleurs, au-delà de ça, au-delà de l'aspect religion et la jurisprudence religieuse, il y a surtout une question de valeur. Et je ne pense pas aujourd'hui que des gens vont être moins bons dans leurs valeurs que quelqu'un qui suit un précepte religieux. Je veux dire, c'est une question de philosophie de vie. Parce que même si on est de la même confession, on peut vivre de manière radicalement différente, on peut faire des choses qui sont bien ou pas bien. Et tu vois, donc, pour moi, la croyance en Dieu, elle devrait en quelque sorte définir aussi un certain comportement, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pas le cas, ouais. Et elle fait quand même très souvent en communauté parce que Ouais. on voit aussi que c'est ça. Parfois, ça fait du bien d'être avec des gens à qui on n'a pas besoin de Ouais. faire ce que je te demande de faire aujourd'hui, à savoir expliquer, presque justifier ta foi. Tu te sens plus proche d'une personne croyante, peu importe sa confession, que d'une personne non croyante ou pas forcément? Non, franchement, pas Non. forcément. Ok. Pas forcément. Parce que justement, le fait que j'ai grandi dans des milieux très multiculturels, ça faisait que moi, ma meilleure amie d'école, elle s'appelait Anty. Et voilà, enfin, je veux Ouais, dire, ouais. c'était pas... Toi, tu cherches pas forcément à t'entourer de personnes de ta confession ou de femmes Non, qui portent le voile, par exemple? non, c'est ça. Et c'est justement ça, je trouve, la vraie richesse. Et je le vois d'ailleurs dans mes accompagnements où j'ai des groupes assez mixtes. Et quand des femmes se mettent ensemble pour discuter, on partage la même chose, voile, pas voile, croyante, pas croyante. Je travaille dans le social, je travaille dans le privé. C'est souvent les mêmes challenges qu'on vit au jour le jour. Et donc, c'est plutôt les valeurs, le comportement. Et c'est ça que je trouve important, c'est de pouvoir justement dépasser cette notion de ce qui est visible pour aller chercher plutôt dans le profil de la personnalité de la personne. Qu'est-ce que j'aime bien chez toi? Qu'est-ce qui m'irrite chez toi? Et ça, c'est universel. Oui, et est-ce que tu es compétente ou non pour tel ou Oui, tel poste? Et exactement. pourtant, c'est visible. Un voile, c'est visible. Là, tu es en face de moi, ton voile est visible. Donc, j'ai très envie de t'interroger sur la raison pour laquelle tu le portes. Si on revient à l'enfance, je ne sais pas à partir de quand tu as décidé de porter le voile? J'avais 17 ans et demi. Ah oui, donc c'est jeune ou pas? Je sais pas, c'est nouveau, c'est un questionnement que j'ai eu aussi pendant une demi-année, en me disant j'ai envie de le mettre, je le mets pas. J'avais beaucoup peur, j'avais très peur en le mettant. J'étais arrivée à l'UNIF à ce moment-là. Je m'étais jamais posé la question en fait du voile avant. Ok. Et ce que je trouve assez comique d'ailleurs, c'est que je me faisais la réflexion cet été, j'étais à la plage avec mes cousins cousines au Maroc. Et certaines portent le voile, certaines ne le mettent pas, certaines le mettent en turban, certaines le mettent plus long, certaines nagent en maillot court, certaines mettent ce qu'on appelle un burkini. Et je me disais, mais en fait, on se pose jamais la question, on parle jamais du voile. En fait, le voile est un sujet Entre limite vous, pour tu les veux dire? non-musulmans, en fait. Ah oui. Et en fait, entre nous, c'est jamais une discussion. J'ai jamais eu de discussion avec une cousine, tiens, pourquoi tu mets le voile, tiens, pourquoi tu mets pas le voile. Même avec ta sœur qui ne le porte pas? On n'a jamais Non. discuté avec ma sœur, pourquoi est-ce que tu le mets, pourquoi tu le portes pas. Et quand moi j'ai voulu le mettre et que j'en ai parlé, elle m'a dit si tu sens que c'est aligné Ouais, avec bien ça, sûr. c'est tout. Et c'est marrant, comme c'est pas un sujet pour, je dirais, nous qui sommes dans la religion et qu'il y a des préceptes religieux, tout ça, c'est vraiment... Et pourtant, on va parler de religion, on va parler de politique, tout ça, mais le sujet de ta pratique personnelle, parce que c'est ça, le voile, c'est une pratique religieuse personnelle, c'est un non-sujet. Et pourtant, c'est un sujet en dehors. Et quelquefois, je t'avoue que je me pose quelquefois la question, parce qu'il y a un mouvement aujourd'hui chez beaucoup de personnes d'origine étrangère, surtout marocaines, de retourner vivre au Maroc. Et quelquefois, quand j'ai des discussions au Maroc avec, par exemple, des personnalités politiques ou autres, je me dis, mais finalement là, tout ce qui leur intéresse, C'est ce c'est que je « Ah, pense. t'es experte en énergie, on a plein de défis. » Et je me sens libérée de cette injonction de parler du voile et tu peux pas avoir accès à telle profession parce que tu as le voile, etc., etc. Donc, il y a un côté un peu libérateur de ne pas en parler. Et enfin voilà, ça me dérange pas d'en parler un peu, mais si les gens veulent découvrir des femmes qui portent le voile, je les invite à sortir et aller à 20 millions d'événements qui sont organisés à Bruxelles chaque année ou dans d'autres villes, et de vraiment parler à des personnes, parce que moi, j'ai mon propre cheminement spirituel, et il n'est pas représentatif des autres personnes. On reste unique. Mais c'est intéressant, parce que, à ton avis, combien de personnes qui nous écoutent ont déjà elles-mêmes posé la question à une personne qui porte le voile, à savoir, pourquoi tu le portes? Est-ce que tu penses que les gens l'ont fait? Parce que toi, on t'a souvent posé la question comme ça, à un dîner, ou pas sur un plateau télé, je veux dire, tu vois. Sur un plateau télé, ça sert à rien, j'ai essayé. Mais
Parce En qu'on fait, juge beaucoup, c'est vrai, parce que dans notre culture, et on y reviendra, et aujourd'hui je me permets de parler vraiment tout Mhm. à fait honnêtement, et de toute façon tu sais quels sont les a priori, les préjugés qu'on se fait sur le voile. C'est un signe de soumission, c'est un signe de... Alors dans les cas extrêmes de critique, on va dire c'est un signe de radicalisation, d'islamisation. Là il y a un rapport qui est sorti récemment en France, qui a fait un tollé, l'IFOP, euh, voilà, qui prouve quelque part par sondage que les jeunes sont de plus en plus voilés et tout le monde s'affole en disant il y a une islamisation, une radicalisation et on mélange tout. Donc voilà, c'est quand même plein de questions qu'on aurait envie de poser, même si on sait, on te le dit, non, on ne te réduit pas Ouais, ouais. à ton voile ici. Mais si on revient donc à cette période de questionnement à 17 ans, alors ça vient d'où cette envie de porter le voile? Tu l'assimiles à quoi, toi, le voile à ce moment-là? Pour moi, c'est simplement une pratique religieuse, en fait. C'est qu'à un moment donné, je commençais à ne plus me sentir alignée du fait de ne pas le porter. Ok. En fait, c'est vraiment, je le résume à ça. C'est un cheminement vraiment spirituel où j'ai commencé, voilà. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, Mhm. donc à me poser beaucoup de questions par rapport à ça, aller me renseigner sur la jurisprudence religieuse, qu'est-ce que ça dit. Et je me rappelle que quand j'ai eu la discussion avec mes parents, c'était oui, mais attention, enfin, tu viens de rentrer dans une business school, Ah il oui. n'y a pas de gens comme toi. Si tu mets le voile, ça va... il y avait déjà très peu de personnes d'origine étrangère. Heureusement, ça a beaucoup changé Mhm. maintenant. Mais j'étais déjà une minorité sans voile. Je rajoute le voile, c'est encore... Voilà. Ils disaient, tu vas avoir du mal, Mhm. tu vas souffrir. Mhm. Ils ne pensaient pas si bien dire. Ouais. Mais voilà, c'est... Pour moi, c'était vraiment un cheminement spirituel. Et je me rappelle que quand je l'ai mis, bon, j'étais à l'UNIF et donc ça a vraiment choqué. Et même quand j'ai été chercher, je me rappelle quand j'étais partie chercher mon diplôme à l'école secondaire, le concierge ne voulait pas m'ouvrir la porte, quoi. Alors que je Hein? voulais juste chercher mon diplôme, quoi. Attends, Et mais il voulait pas t'ouvrir parce que tu portais le voile? oui, il ne comprenait pas, en fait. Il me disait, et alors, du coup, il y en a qui me disent, oui, tu nous as menti, tu nous as trahis. Je disais, mais enfin, vous êtes complètement. Oui, enfin, depuis tout ce temps, tu pensais à le faire. Enfin, c'est comme si je trompais quelqu'un. Enfin, c'est comme si je trompais mon mari, je sais Depuis pas. tout ce temps, tu pensais à le faire. Oui, alors que déjà c'était faux, et puis quand bien même j'ai pas de Ouais, compte à vous ouais. rendre en fait sur mes Mhm. évolutions. Et c'était vraiment violent. Je me rappelle rien qu'aller chercher mon diplôme, Mhm. c'était enfin un nom. Mhm. Cette notion de trahison comme ça, comme si j'avais Mhm. changé de bord, comme si. Enfin, Ouais. alors que moi c'était juste un cheminement. Et Mais un cheminement qui est tellement essentiel pour toi que ouais, tu es prête à l'embrasser au point d'être plus discriminée encore. Donc ça veut ouais, vraiment dire qu'il y a quelque chose ouais, de très très sentimental, ouais, émotionnel. C'est ouais, pas une signification en fait, parce que quand on lit, on ouais. voit, moi alors, une femme à qui j'avais posé la question, mais elle avait 16 ans en Turquie, et elle me dit que c'est parce qu'elle ne voulait pas être en contact direct avec le ciel ou avec Dieu. Enfin, il y avait une notion de mettre une Ok. barrière entre sa tête et l'au-delà par respect pour Dieu. Donc j'ai cru que c'était universel. Toi c'est pas du tout ça en fait. Ah non, moi c'était vraiment et le côté où en effet comme tu dis, je me suis dit bah, je suis prête à affronter Mhm. bah, tous les défis qui vont se présenter, toutes les discriminations que je vais avoir par rapport à ça, c'est que je me sentais pas alignée, c'est-à-dire que j'avais un mal-être et que j'avais besoin de le faire pour me libérer de ce mal-être. C'est inexplicable. Oui, Tu sentais que c'était c'est ça. ça. Et quand je l'ai mis, je me sentais super Ah bien. oui. Je me disais enfin, j'avais l'impression voilà, d'être enfin en paix avec Mhm. moi-même. Et surtout, ce qui m'a vraiment aidé à me décider, c'est que je me suis dit, mais en fait, si je ne l'aimais pas, c'est parce que j'ai peur des gens. Mais en fait, je ne peux pas prendre des décisions par Ouais. peur par rapport aux autres. Alors oui, on est dans un écosystème, on vit, on interagit tous les uns avec les autres, donc c'est normal de s'adapter, Mhm. mais pas par rapport à mes valeurs. Donc mes valeurs, Mhm. pour moi, elles sont pas négociables. Et si j'ai envie de faire quelque chose pour mon développement personnel, bah, que ça Mhm. plaise ou que ça plaise pas, voilà. Ça, c'était la décision que j'avais. Et je me suis dit, tant pis, je préfère être en guerre avec le monde qu'être en guerre avec moi-même. Ouais, ouais. C'est tout à ton honneur. Et donc tu le fais. Tu arrives à la business school, Ouais, au cœur d'une capitale européenne tout à fait inclusive et ouais, respectueuse, n'est-ce pas? ouais. Et là, tu vis déjà des discriminations tout de suite, ou finalement ça se passe Euh, mieux que prévu? Bah, il y a les questions qui, enfin, voilà, j'avoue, c'est un peu saoulant, mais c'est pas grave, je Mhm. comprenais les questions. Et puis chaque personne qui vient te poser la question, elle ne sait pas qu'il y en a eu 10 autres avant Ouais, ouais. et qu'il y en aura 10 autres Et après. ces Donc, personnes, ce sont tes amis qui t'ont connu oui, mes avant et qui se amis posent des questions, c'est étaient normal. choqués, oui, c'est ça. Ça aurait été bizarre qu'ils disent rien. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis Mhm. c'était pas du tout mal intentionné. Il y avait une vraie curiosité. J'ai vraiment envie de comprendre. Donc Mhm. quand tu as des discussions, où il y a une vraie envie de comprendre. Je suis tout à fait ouverte à Ouais, avoir ces ouais. discussions. Et j'ai appris avec le temps à plus rapidement déceler les conversations où la personne n'essaie pas de me comprendre, elle essaie juste de me dominer et de Mhm. me dire que j'ai tort. Donc il y a des fois où ça, j'ai vraiment appris beaucoup plus Ouais. tard à couper court à ce genre de discussions qui me bouffent de Mhm. l'énergie et la personne n'écoute pas en Et fait. ça va être quoi Voilà. comme type de question ou d'assertion?
Bah, je vais te donner un exemple concret. Une fois, j'arrive à un club pour femmes, un business club pour femmes. Et bon, ça se passe bien et tout, mais je sens un regard persistant, quoi. Et la dame vient chez moi, elle me dit oui, elle me dit pas bonjour. J'étais en train de parler en plus avec quelqu'un d'autre. Et donc, elle intervient et elle dit oui, vous pensez quoi des femmes en Iran? Question des femmes en Iran, on est reparti. Ah ouais. J'ai, je, quelle est la question? Enfin, je comprends pas. Puis elle me dit oui, voilà, et les femmes en Iran, et vous mettez le voile ici. Je suis ok, ben Sous-entendu, les femmes se coupent les cheveux, se brûlent. Enfin, oui, c'est ça. Moi, je suis pour la liberté de chaque femme de disposer de son corps, mais maintenant, je comprends pas très bien pourquoi vous venez, vous m'interrompez, vous me posez ce genre de questions. Enfin, quel est le... Déjà, vous dites pas bonjour, voilà. Et là, la dame me dit, oui, mais voilà, si je dois vous engager, je dois connaître vos opinions politiques. Ok. Déjà, je postule pas chez vous, je postulerai jamais chez vous. mais enfin, Voilà, mais les mais gens sont ça, il m'a fallu culottés, des années quoi. pour répondre ça. Avant, j'étais toujours à essayer d'être gentille et de répondre poliment, parce que je me dis, voilà, si je réponds de manière plus assertive, ça va être pas bien pour les autres Ouais. femmes qui portent le foulard. Donc avant, j'avais l'impression de porter tout ça derrière. Là, je suis devenue beaucoup plus cash. Je dis, déjà, je travaillerai jamais pour quelqu'un comme vous, donc vous inquiétez pas, je postulerai pas chez vous. Et en plus de ça, est-ce que vous avez des activités commerciales en Iran? Non. Alors pourquoi vous voulez connaître l'opinion des gens sur leur... aux entretiens d'embauche, je vais leur poser des questions sur la géopolitique. Enfin, c'est quand même assez choquant. Et donc, par exemple, avec cette dame, je pourrais discuter des heures, ça ne changerait rien. Elle n'écoute aucun Oui, c'est argument. ça. C'est juste de la domination et déverser Mhm. ses propres opinions, quoi. Et dans les sphères plutôt féministes, t'as déjà eu des remarques justement à dire mais enfin tu te rends pas Ouais, compte que c'est un signe de soumission déjà. ouais. Ce sont des femmes qui dénoncent le mansplaining et puis qui vont t'expliquer qu'en fait ce que Ça, tu fais et ce dans quoi tu ouais, investis c'est mal. ouais. J'ai eu beaucoup de mal avec ça au début. Mais donc t'as vécu ça? Oui, j'ai beaucoup vécu ça. Tu peux pas être féministe et porter le voile. Mm. Et, euh, Et en fait, je me rappelle que déjà moi-même, je n'osais pas me dire féministe parce que j'avais l'impression que ben, le féminisme, c'était pas pour moi, justement, à cause de toutes ces discussions. Et que le féminisme a été longtemps associé ben, au militantisme après-guerre, les femmes qui ont le droit de se dénuder, etc. Ouais, c'est Qui, en ça. fait, et c'est vrai, les femmes ont fait énormément d'efforts pour pouvoir avoir le droit de Mhm. s'habiller comme elles le veulent. Sauf que ce qu'on n'a pas vu venir, c'est le fait que ben, des femmes veulent aussi pouvoir s'habiller comme elles veulent, mais d'une autre Ouais, manière. ouais. Et, euh, et c'est là où ça a été un peu compliqué. Et moi, c'est surtout dans le milieu professionnel où j'ai commencé à animer des groupes de parole de femmes dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et donc, c'était essentiellement bah, des femmes blanches, non musulmanes. Mhm. Et je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes défis. La même question d'inégalité salariale, de ne pas oser se positionner, de laisser toujours les mecs prendre les meilleures positions parce que nous, on n'ose pas le dire, le syndrome de l'imposture. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à dire, mais en fait, moi aussi, je suis féministe. Ouais. Et qu'ensuite, j'ai commencé à plutôt m'imposer dans ces milieux-là en disant, écoutez, vous avez votre féminisme, moi je suis plus pour un féminisme universaliste. Et donc, vous pensez que le voile est antiféministe, c'est votre droit. Mhm. C'est-à-dire que voilà, on Tout peut en comme j'ai le droit débattre. d'être féministe en Voilà, portant le c'est voile. ça. Je ne cherche pas de toute façon à convaincre tout le monde. On Ouais, peut ouais, croire que le voile est antiféministe, j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais moi, je ne demande pas aux gens de se voiler, donc ne demandez pas de me dévoiler. ouais. En Mhm. fait. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est clair. C'est fou quand même, hein. Quand on Ouais. t'entend comme ça, on se dit, attends, si on étudie un tout petit peu ton parcours, si on le connaît, en fait, ton parcours lui-même est féministe. C'est-à-dire que tu as Ouais. toujours, bah, déjà, tu as étudié dans une business school, en tant que femme, musulmane, en tant que femme musulmane qui porte le voile, tu as réussi brillamment. Je crois même que tu étais meilleure de ton auditoire en J'avais une grande terminant. distinction Voilà, ouais, dans grande les 20 premiers. distinction. Ouais. Et puis tu embrasses une carrière dans la transition énergétique chez Engie, qui est un méga Il y avait 80% acteur. d'hommes en plus, ouais. Ouais, c'est ça, non. Et puis ton livre, c'est pas Ouais. personnel, parle de ça aussi. Tu es toujours voilà, une femme assez isolée finalement parmi beaucoup d'hommes dans un secteur porté par les hommes. Et puis derrière, parce que tu portes le voile, on estimerait que tu ne peux pas être féministe. Enfin, il y a un truc quand même voilà, qui doit être difficile à dealer au quotidien, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tu arrives à Honnêtement, répondre. ouais, mais honnêtement, en fait, ben, avec le cyberharcèlement que j'ai vécu, On y reviendra, oui. ouais, en fait, vraiment, ça me fait plus rien. Alors, ça fait toujours quelque chose, évidemment, Ouais, ouais. mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, surtout que j'ai réappris à me rapproprier les réseaux sociaux et que, Mhm. voilà, quand j'ai des commentaires qui m'attaquent ou quoi, bah, je me dis, bah, tant pis, ça me fera du reach, en fait. Et donc, Tant mieux, ouais, c'est ouais, clair. voilà. Mhm. Voilà, et donc, j'ai dépassé ça en me disant, je suis alignée avec moi-même. Je ne veux pas être dans le contre. Mhm. Je vais être dans ce que je suis. Je suis ni dans le pour ni dans le contre. Je suis dans ce que je Ouais. suis. Et puis, si ça déplaît, tant pis, en fait. Quand on reçoit ici des intervenants, on demande justement souvent comment faire pour
pour aller au-delà de l'adversité, pour essayer de rester cool, disons, face à un discours parfois un peu radical. Et alors, il y en a plusieurs, dont Éric Emmanuel Schmitt, qui nous disait il faut toujours essayer de comprendre l'autre. Et Charles Pépin nous disait aussi moi, j'arrive toujours à entrer dans l'empathie. Mm. Est-ce que toi, tu comprends aujourd'hui pourquoi certaines femmes ou certains hommes sont contre le voile? Oui, oui, franchement, je le comprends. Je le comprends parce que c'est lié aussi à une histoire dans une Europe où eh ben, déjà, il y a eu, enfin, historiquement aussi, il y a eu la lutte contre les Maures qui était en Andalousie. Et donc, au plus on s'intéresse aussi à l'histoire, on a eu aussi la lutte contre le clergé, il y a eu l'Inquisition en Europe. Et donc, on a beaucoup associé aussi l'élément religieux Mhm, et l'élément arabe comme étant envahissant, négatif. mhm, Et on le voit aussi d'ailleurs dans l'éducation. Par exemple, on parle très peu, enfin moi j'ai pas découvert la richesse dans l'Andalousie à l'école, quoi. Je l'ai découvert mhm, après. Et donc il y a aussi ce côté-là où je pense en effet que c'est pour ces deux éléments-là que c'est compliqué de comprendre qu'on puisse décider d'avoir une pratique religieuse qui est visible et de vivre avec mhm. tous les jours. Mais au-delà de la pratique religieuse, que ce soit justement un élément qui vienne, notamment, moi j'ai un peu justement revu mes fiches, mais bon, c'est toi l'expert, donc tu me dis si je me fourvoie. Je voyais qu'en fait, pendant tout un temps, jusque finalement début 1900, c'était plutôt un signe d'appartenance sociale. Donc c'était plutôt les personnes Mm. aisées, riches, voire issues de la royauté qui pouvaient porter le voile. Les esclaves, par exemple, ne pouvaient pas. Et Ouais. puis, ça a été récupéré politiquement, justement en Iran. Ça a été institutionnalisé, où de plus en plus, dans les écoles, on imposait le port du voile en Mm. disant, mais c'est ça l'islam, c'est le port du voile. Et donc là, il y a déjà un espèce d'énorme malentendu. C'est que Mm. finalement, le hijab, le port du voile, c'est assez contemporain. C'est pas, enfin, son assimilation à la politique, mais à la, du coup, je fais un Mm. lapsus, à la religion, c'est assez contemporain, puisqu'avant, c'était plutôt culturel et ça dissociait les classes. Je sais pas si ça, c'est une lecture que tu avais déjà entendue. Non, parce qu'en fait, le port du voile date du 6e siècle, au moment Mhm, du prophète Mohammed, et du fait que ça a déjà à ce moment-là été instauré. Après, mhm. la façon de le porter Et c'était pas est très pour pallier culturelle. le harcèlement, ça j'ai lu aussi. Quand ça existait dans le cadre religieux, c'était plutôt parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des cas de harcèlement dans les rues auprès des femmes et qu'on conseillait de se Oui, mais c'est voiler. c'est une manière, c'est ça, de se protéger. Mais je veux dire, c'est surtout, franchement, pour moi, c'est surtout culturel. Mhm, C'est-à-dire que, enfin, je le vois, par exemple, moi, je connais jamais mis les pieds en Iran, donc mhm, je connais un peu l'histoire, mais voilà, je saisis pas mhm, la culture. Par contre, au Maroc, je vois vraiment la culture où ben, avec la colonisation, même si le Maroc n'a pas été une colonie en soi, mhm. plutôt un protectorat français, il y a eu, et ça on le voit surtout en Algérie, toutes ces campagnes de dévoilement. Donc s'il y a eu des campagnes de Ah oui, dévoilement, c'est qu'il y avait des femmes voilées. ouais. Et donc il y avait des affiches libérez-vous, dévoilez-vous. Et donc le fait de dévoiler a été surtout des campagnes en fait, ben, enfin comme souvent dans la colonisation, on vient vous dire ce qui est bien pour vous, Mhm, on vient avec nos valeurs et puis vous êtes des barbares, on vient vous mhm, éduquer. Et donc, il y a eu tout ce truc de il faut enlever le voile. Et puis après, ben, avec l'émancipation des peuples, avec les mouvements de mhm. décolonisation, ben, là, les gens ont commencé à se réapproprier leurs C'est propres ça. valeurs et Et reprendre leur ça, identité. et leur identité. Donc, je crois que c'est plutôt lié à ça. Ok. Mais voilà, c'est intéressant parce que je pense que voilà, chacun va avoir un peu une lecture Ouais, bien différente de sûr. l'histoire. Mhm, Mais je crois que c'est surtout quelque chose de culturel parce que même la façon de le mettre, je me rappelle, moi, par exemple, quand je l'ai mis, mon oncle, Dieu ait son âme, qui lui a vécu mhm. enfin, il était beaucoup plus aîné et donc il me disait oh t'as mis le voile, ok, Mais tu l'as mal mis, non c'était même non? pas ça, c'est à l'intérieur tu peux l'enlever. Et il me disait le voile c'est dehors, c'est pas à la maison. Et donc à la maison, qu'importe qui est là, donc par exemple il y avait mon cousin qui était là, il me disait enlève-le. Je disais mais non je vais pas l'enlever, enlève-le. Et il me criait dessus, il me disait bon, enfin, il me criait dessus, c'est quelqu'un qui criait beaucoup Oui, parce que c'était oui. culturellement, il vivait dans la campagne, il avait une façon de parler comme ça, il me disait enlève-le, tu es à la maison maintenant. Et je disais mais qu'importe en fait, c'est en fonction de qui. Et donc moi j'avais une autre lecture que la sienne. Ah. Et ça c'était Tu marrant. l'as gardé ou tu... Oui, Ah oui. oui. Ah oui, c'est dingue. Mais c'est Ouais. vrai, ça, il y a des un peu. Aujourd'hui, tu le portes comment? Genre devant tes enfants Non, il y a ce qu'on appelle les mahrams, donc ça veut dire ceux devant qui tu peux les porter, donc mhm, le mari, le frère, le père, l'oncle, les oncles. Voilà, donc tu as mhm. toute une série de personnes devant qui il n'y a pas de problème. Et donc voilà, mais lui, il n'avait pas cette lecture-là. Lui, Ouais, c'était le ouais. voile dehors, mais pas à l'intérieur. Et du Mhm. coup, il me disait, c'est pas vous les Européens qui allez nous apprendre à nous notre religion, par exemple.
Donc, Ah ouais. oui, Donc lui, d'accord. il m'associait comme une Oui, Européenne oui, c'est ça. qui venait bien pensante. Alors que tu faisais aussi comme tu le Oui, c'est sentais et ça. comme Et après, moi, de tu le nouveau, j'étais pas ressentais. je voulais pas le convaincre. Ouais, ouais, Je dirais, on n'essaie pas de convaincre une ouais. personne âgée, hein. Mhm, mhm. Donc, j'ai juste non. Est-ce que, J'attendais mon père, viens me sauver, s'il te plaît. est-ce qu'il y a des périodes de ta vie, et ça nous ramènera peut-être à, justement à cette polémique slash scandale slash cyberharcèlement, est-ce qu'il y a des périodes de ta vie où tu as douté que c'était la bonne chose à faire? Est-ce qu'on peut revenir en arrière ou se Ouais. dire, par exemple, pendant un an, je le porte plus, puis en fait, maintenant, j'ai besoin d'être à nouveau proche Mm, d'une façon particulière de mon Dieu et je le remets, tu vois, ça peut mm, être, c'est possible ça? ouais. Alors, je vais être honnête, si je me suis autant accrochée, c'est pas tellement pour l'aspect religieux, c'est par mon caractère. Mhm. Parce que pour l'aspect religieux, voilà, il y a beaucoup de dérogations possibles, ou si jamais tu dois travailler, tu peux l'enlever. Enfin, c'est pas le côté strict de la religion, c'est pas ça du tout, parce qu'au contraire, c'est beaucoup plus ouvert que ça. C'est vraiment parce que je me suis dit, je ne vais pas céder à la menace, à la peur, je ne veux pas vivre dans la peur continue par rapport aux autres. Et donc, j'ai eu des moments où j'ai eu envie de l'enlever, surtout quand j'étais en dernière année à Solvay, Hmm. où j'avais eu une distinction, et donc j'étais invitée à plein, donc tu es invitée automatiquement quand tu as un certain résultat pour des entretiens, et qu'à chaque fois, c'était la même chose, c'est-à-dire que je pouvais avoir les meilleurs résultats des tests, et puis on allait prendre, je me rappelle encore d'une boîte où j'étais le numéro 1 classé. Et puis ils ont pris pour l'après-midi la jolie blonde qui était avec moi, qui elle-même s'excusait. Je disais, mais écoute, c'est pas de ta faute. Et on Parce que justifiait ça comment? oui, ça va pas aller avec la culture d'entreprise. Donc à l'époque, on ne parlait pas aussi de manière aussi frontale du voile, hein, c'était il y a 17 ans, ça ne me rajeunit pas, mais on n'en parlait pas de manière aussi frontale. Et donc du coup, ils étaient choqués parce que j'étais la première fille qui a été diplômée de Solvay aussi avec le foulard. Et donc ils ne s'attendaient pas à me voir en fait, ils étaient choqués. Et donc ils essayaient de pas d'en sortir en Ouais. quelque sorte. Et là, tu te disais, si je garde le voile, je vais même pas trouver d'emploi. Oui, c'est ça, je me suis dit, je n'ai pas trouvé d'emploi. Et Ou en tous donc les cas, pas j'allais... d'emploi que je vise, quoi. c'est ça, et donc j'allais quitter la Belgique et j'avais carrément... parce que j'avais fait un stage avant à Londres. Et à Londres, c'était la première fois que je me sentais complètement libre. C'est-à-dire qu'à Londres, il n'y a pas cette relation à la religion qu'on a en Europe Ouais. continentale. Et donc, voile, pas voile, tout le monde s'en fout, Ah ouais, c'est en ce que tu fait. as ressenti. Ouais, et j'étais super libre, quoi. Et je me rappelle encore, donc je faisais un stage, et il y avait des gens qui sortaient, qui disaient, je vais aller fumer ma clope. Et moi, je sortais, je disais, je vais aller faire ma prière. Et ça passait, quoi. Moi, j'avais testé ça comme ça. Tout le monde s'en fout, et les autres faisaient pareil, quoi. En fait, tu fais une pause, tu vas faire quoi? Je m'en fous. C'est fou que ce soit aussi Ouais, différent, quoi, ouais. d'un Et pays à donc, l'autre, alors qu'on est si proche. on est si proches, exactement. Et donc, du coup, alors je ne vais pas idéaliser Londres parce qu'il y a d'autres choses aussi qui ne vont pas, mais je veux dire, l'aspect religieux, il y a une décomplexation par rapport à ça, il y a beaucoup plus de diversité culturelle visible Mhm. et culturelle. Et donc, il n'y avait pas ça. Et donc, moi, il m'avait proposé de m'engager. Et donc, vraiment, j'avais le contrat de travail qui m'attendait. J'avais mon billet de train. J'avais pris un billet aller pour aller signer le contrat. Quand finalement, on m'a proposé ce poste qui était chez Engie, et je me rappelle, j'y croyais pas. Je me disais, mais on m'a pas parlé de foulard, c'est pas possible, quoi. Enfin, j'étais là en train de lire les 50 pages du règlement d'ordre intérieur en me disant, il y a un truc caché. Ah. J'y croyais pas jusqu'au jour, vraiment, jusqu'au premier jour, en me disant, on va me le dire. On va me dire, il faut l'enlever. Non, on me dit rien. Tout le monde Ouais, a donc l'air ça d'être OK. reste, c'est vraiment chape Ouais, de plomb au-dessus de ouais. ta Et je tête. me rappelle, j'avais stressé tout l'été parce que j'avais signé le contrat en juin. Et tout l'été, je stressais. Je dis, mais imagine finalement, ils me disent, il fallait, et maintenant, il faut l'enlever. Ah, j'aurais loupé mon opportunité à Londres. Oui, parce que les gens se rendent pas compte en fait que Ouais, c'est aussi important. Parce ouais, que on t'a déjà demandé souvent, enfin non, c'est ce que parfois tu dis en interview, ouais, que les gens sont ah oui, mais au pire tu l'enlèves juste au travail, tu le remets chez ouais. toi, comme si c'était t'enlèves un Oui, bras, tu remets un c'est bras, il ça. y a pas de Ouais, c'est ça. problème. Donc là tu te dis en fait peut-être qu'Engie Ouais, va me demander ça, mais ouais. finalement ils l'ont pas demandé. Non, ils l'ont pas demandé. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, il y avait vraiment des fois où je me disais, aussi quelquefois les regards ou quoi, je me disais, oh, purée, est-ce que j'aimerais bien des fois être juste une femme blanche, Ouais. blonde, jolie, et passer partout, quoi. Et ne pas avoir... Et donc, quelquefois, j'avais ce truc-là, mais si tu l'enlevais, finalement, c'est pas si grave, quoi. Et puis, c'est pour ça que je suis restée vraiment sur l'aspect... Et d'ailleurs, j'ai interprété ça au théâtre. Parce que j'avais écrit une scène qui était dans la pièce de théâtre de l'ASBL Rasselanut, Mhm. qui De était ton frère. ouais, mon frère, voilà, qui était la pièce Fruits étranges, fruits étrangers, donc en Mhm. hommage à la Strange Fruit de Billie Holiday. Ok. Et j'ai joué cette scène où justement la fille cherche un emploi, elle ne trouve pas et elle se dit je vais l'enlever, quoi. Et c'est assez marrant parce que quand je la joue, alors je ne suis pas une comédienne super, je suis une comédienne amateur, voilà, c'est amateur, mais quand je le joue, je me remémore ces moments où Ouais, je me ouais. disais je vais l'enlever. Et donc, du coup,
automatiquement, il y a les larmes qui montent aux Oh, yeux, il y a, dis. il y a l'émotion. Et donc là, c'est très drôle aussi de tâter un Mhm. peu avec le public en Ouais. fonction de quel public c'est. Il y en a qui vont rire de nervosité, c'est pas drôle, mais ils rient. Il y a des femmes, beaucoup de femmes qui pleurent, beaucoup de femmes qui portent le foulard qui pleurent, qui disent mais je l'ai ressenti, merci de le dire, que des fois c'est vrai, on se dit et si je l'enlevais? Et puis et tout le stress qu'il y a quoi. Donc Ouais. c'est L'inconnu, l'inconfort, on ne sait pas si on va sauter, pas voilà, sauter. c'est ça. Je profite justement de cette anecdote pour que tu fasses passer un message à Mm. toutes les personnes qui nous écoutent et qui, on va dire, allez, sous-estiment un petit peu l'importance que c'est pour toi. Alors, je veux dire pour Ouais. toi, pas pour les femmes voilées, puisque tu le disais bien, vous avez tous vos raisons. Mais toi, si tu devais maintenant répondre une bonne fois pour toutes à tout le monde, pourquoi c'est pas si simple de l'enlever? Parce que c'est vraiment une partie de mon identité et c'est ma liberté. Mhm. En fait, c'est comme si on me privait de ma liberté. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est même pas, je suis pas dans la réponse spirituelle, Mhm. culturelle. C'est vraiment, c'est qui je suis. Donc, je peux pas enlever, Mhm. remettre parce que ça fait partie de moi. Je peux pas être autrement. Mhm. Je n'arrive pas à le faire. Et je profite aussi pour dire, il faut pas émettre de jugement non plus contre les femmes qui enlèvent le foulard pour aller travailler parce qu'elles doivent, parce qu'elles n'ont pas choix. Ou voilà, c'est aussi un choix Mhm. de l'enlever complètement ou de l'enlever juste pour aller travailler. Et je me dis, voilà, tant qu'on est à l'aise avec ses choix, tant qu'on est ancré, tant qu'on travaille sur notre authenticité, après, on est prête à affronter le monde en quelque Ouais, sorte. ouais. Et ça, c'est le plus important. Mais c'est hyper intéressant parce que figure-toi que je vois tous les jours une femme dans mon entourage, je ne veux pas dire qui c'est, qui parfois porte le voile et parfois pas. Et c'est vrai que j'ai souvent un petit tic de jugement comme ça. Je suis, ah, mais enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est trop con, alors que je ne sais même Ouais, pas pourquoi. ouais, Je n'ai aucune idée des raisons pourquoi ouais, elle le porte et je pense ça. ouais. Tu vois, moi qui ai un podcast qui s'appelle A C'est priori, ça. rien que grâce à cette Ouais, conversation qu'on vient d'avoir, mais maintenant je me dis, mais enfin, elle fait exactement ce qu'elle veut. Et si parfois mm, elle a besoin de le porter pour X ou ouais, Y raison, complètement. c'est son droit. Donc je me trouve vraiment tout à fait stupide dans cette interview. Donc oui, Anna posait la question ici qu'on n'a pas entendue, donc que je répète, de savoir pourquoi, comment toi tu expliques le fait que dans des pays anglo-saxons, a fortiori au Royaume-Uni, on soit beaucoup plus cool, entre guillemets, par rapport à l'appartenance religieuse qu'on ne l'est en France ou en Belgique. En France, ben, pays laïque, donc Mm, voilà. Et en Belgique, on se cherche un peu, même ouais. si on est censé être neutre. Comment tu l'expliques, toi? Je crois que la réponse, alors, faudrait peut-être demander à vraiment des historiens, des sociologues d'analyser Non, mais ça, mais même de moi, toi, quoi, moi vraiment. j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment la question déjà de l'histoire. Donc, la Révolution française, donc déjà qui s'est faite dans beaucoup de sang, parce que chaque fois quand j'entends la Révolution française, c'est un peu Mhm. comme si c'était tous des bisounours qui se sont fait des câlins, mais non, il y a eu des Ouais. décapitations, beaucoup de morts. Mais donc, la Révolution française, il y a énormément de souffrance. Et je pense qu'il y a aussi voilà, la question de la transmission intergénérationnelle, plus au-delà de ça, de la transmission aussi qui se fait à l'école, de l'histoire, etc., qui fait qu'il y a ce trauma de la lutte contre le clergé pour la libération. C'est-à-dire que Mhm. le peuple français a été libre quand il s'est libéré de l'autorité Ouais. religieuse. Donc, je pense qu'il y a déjà ça qui fait qu'en France, ils sont Mhm. très laïcité. Et encore laïcité, je ne suis pas contre la laïcité, donc il y a différentes manières d'appliquer la laïcité de toute façon. Au Royaume-Uni, déjà, il n'y a pas eu cette histoire-là, Mhm. aussi violente contre le clergé. Et puis, il y a aussi, je crois, une culture anglo-saxonne qui est beaucoup plus ouverte et axée sur les compétences. What can you bring to me, quoi. Mhm. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et quand je regarde, ok, qu'est-ce que tu peux C'est quoi faire? tes compétences, quoi? Voilà. Combien d'argent tu vas me ramener? Exactement. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus orienté, voilà, Ouais. compétences. Et moi, je l'ai senti. Pardon, j'ai cassé mon bic. Et moi, je l'ai senti aussi quand j'ai travaillé donc, dans une grosse boîte Mhm. où il y avait une mentalité très internationale et où j'ai travaillé à un moment donné dans une division qui était plus belgo-belge. J'ai quand même Mhm. senti une grosse différence aussi culturelle. Moi, je me rappelle. Et je trouve que le problème de la Belgique francophone, c'est qu'elle ne regarde pas assez sa propre identité, elle regarde trop la France. Et on importe des débats qui ne Ouais. sont pas les nôtres. Alors que je trouve que on devrait plus regarder, par exemple, Mhm. VRT qu'on devrait regarder TF1. Donc On devrait... VRT, pour les Français qui nous suivent, qui est la Oui, chaîne c'est ça. flamande, puisque notre beau Oui, pays est divisé et que exactement, tout est certaines chaînes divisé. sont flamandes, enfin Exactement. néerlandophones, quoi. Et donc, je trouve qu'on devrait plus s'intéresser à ce qui se passe en Flandre que ce qui se passe en Ouais. France. Non pas, il faut s'intéresser à ce qui se passe en France, mais qu'on arrête d'importer, Mhm. chaque fois qu'il y a des débats en France, Mhm. de les importer chez nous, parce qu'en fait, c'est pas notre culture. Nous, Mhm. déjà, on a une culture du bilinguisme, même du trilinguisme. Donc, déjà, le fait de pouvoir parler plusieurs langues, c'est une ouverture qu'on a en Belgique, Mhm. qu'on n'a pas dans tous les pays. Ouais. On a aussi une grande humilité, et je trouve qu'on a notre propre culture, même si elle est assez Mhm. spécifique. Et moi, je me rappellerai toujours de ma première directrice qui était une flamande, vraiment mentalité anglo-saxonne, qui était venue chez moi
après 3 mois que je travaillais chez elle, et elle était venue me raconter une conversation qu'elle avait eue qui l'avait choquée, Mhm. où en fait quelqu'un était venu chez elle lui dire, oui, c'est quelqu'un de Paris qui était venu chez elle en lui disant, la fille qui porte le foulard dans ton équipe. Et elle ne savait absolument pas de qui il parlait. Elle n'avait jamais remarqué que j'avais un voile. C'est génial. Et, je me sentais, mais vraiment, j'ai eu une sensation, je me dis, cette femme, elle me voit moi pour qui Ouais, je c'est suis. ça. Elle a dit, j'ai jamais remarqué. Et donc, la personne a dû répéter 3 fois, la fille qui porte le foulard, elle est comme ci, elle est comme ça, pour Ouais. qu'elle tilte, et qu'elle dit, mais j'ai jamais remarqué qu'elle a le foulard. Et du coup, elle était venue me partager ses discussions en étant choquée. Elle me dit, mais les gens, ils parlent comme ça de toi? Oui, bienvenue dans ma J'étais vie là, au c'est ça, quotidien. exactement, Non, c'est clair. exactement ça. Mais pour revenir à la différence entre les pays, est-ce que ça s'explique selon toi par l'immigration, le taux d'immigration? Ouais, Puisqu'ici, ça si je aussi. reprends le sondage IFOP dont je parlais tout à l'heure, donc les jeunes se voilent de plus en plus, là je cite. Et alors le titre du sondage, c'est, enfin du rapport, État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France. Et alors il reconstitue vraiment une série historique qui remonte aux années 80 et donc met en exergue qu'effectivement il y aurait une réislamisation Mm. qui s'illustre notamment par le port du voile. Est-ce qu'il n'y a pas tout d'un coup aussi, on est un peu, on a toujours les boules quoi, en France, en Belgique, Ouais, je slash pense aussi. attentat, et qu'on est la mince, le voile, c'est synonyme de radicalisation. Mhm. Qu'est-ce que toi, tu voudrais répondre à ça? Mais j'ai pas lu le rapport, mais c'est pas celui qui a été financé par les Émirats Arabes Unis ou quelque chose comme ça. Il y Je avait sais une qu'il a été ingérence étrangère. commandité, mais non, Parce que voilà, les je sais sondages, pas. on sait très bien. Mais par contre, l'IFOP, c'est censé être indépendant, quoi. Oui, mais les sondages, on sait très bien. Si tu as une idée dès le départ du message que tu vas faire passer, tu vas poser les questions et faire les analyses que tu Oui, c'est veux. ça. Donc, je veux dire, Mais ça t'étonne qu'on porte de plus en plus le voile, surtout dans la jeunesse? j'ai pas forcément l'impression qu'on parle de plus en plus le voile. En tout cas, si je parle de la Belgique, Mhm. je vais pas en France, donc ça, je sais pas. Mais je pense qu'il y a aussi en effet un rapport à l'immigration qui est peut-être aussi Ouais. différent au Royaume-Uni et en France et en Belgique, où on a plus eu aussi plus d'immigration choisie au Royaume-Uni, pour que l'immigration ait peut-être été aussi mieux gérée. Je pense Ouais. qu'il y a aussi quelque chose par rapport à ça, et tu as raison de le mentionner. Mhm. C'est que quand tu vas dans un quartier arabe à Londres, c'est un quartier huppé, quoi, en Ouais. zone 1, super riche. Les quartiers arabes en Belgique, ils sont pas riches, c'est plutôt les Ouais, quartiers ouais, ouais. précarisés, en France aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là, et ben, si tu as plus d'argent, tu peux plus imposer tes idées aussi. Enfin, c'est Mhm. aussi ça. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est quelquefois quand j'analyse un peu, je me dis, OK, est-ce qu'il y a une menace vraiment islamiste des frères musulmans Ouais, en ouais. Belgique? Et quand je parle, notamment, une fois, j'ai été moi-même chez la Sûreté de l'État en leur posant des questions, voilà, en disant, là, je ne comprends pas très bien vos rapports, etc. On y reviendra, ouais. Ouais, et qu'on me dit qu'en fait, il y aurait environ 100 personnes qui seraient à risque, et que là-dedans, il y en aurait peut-être 3 qui seraient vraiment à aller chercher, à vouloir imposer la charia en Belgique et la charia stricte. Je me dis, mais de quoi on parle en fait? Enfin, il y a plus de gens qui meurent de drogue que Ouais, ouais. De des proches des frères fréristes ou quoi que ce musulmans, quoi. soit, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et donc, c'est juste ça aussi, c'est la panique générale, et je pense qu'en effet, c'est culturel. Oui, c'est ça. Et là, les médias ont aussi un rôle à Et une jouer. instrumentalisation aussi. Exactement, parce que les politiques instrumentalisent pour leur fin électorale, on Ouais, connaît. ouais. Mais les médias ont aussi un rôle à jouer. Et je trouve que malheureusement, ils ne jouent pas suffisamment le rôle de quatrième pouvoir, Mhm. de pouvoir un peu mieux challenger ces choses-là. Et donc, s'il y a un risque, il faut l'énoncer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on souffre plus, et je le vois à Mhm. Bruxelles, du trafic de drogue que des fréristes, Ouais, quoi. ouais. Et petite défense pour ma propre chapelle, c'est vrai qu'avec les restructurations qu'on entend partout dans les médias belges, bon, de moins en moins de journalistes. Et alors, on nous demande toujours Ouais, de bien faire notre ouais, c'est ça. boulot. Je rappelle que ce que je fais ici, c'est 100% bénévole, Ouais, ainsi que toutes mes équipes. ouais. Et par ailleurs, c'est dans ce genre d'exercice qu'on peut vraiment Aller comprendre plus loin, ouais. quelqu'un et aller plus loin. Malheureusement, aujourd'hui, dans les médias, on a moins le temps parce qu'on nous Ouais, demande tout autant de sujets, avec moins de personnel et surtout pas des enquêtes qui mettent 6 mois avant exactement. d'aboutir parce qu'on n'a pas les Exactement. moyens. Donc Ouais, c'est voilà. ça. Oui, oui, Petite c'est ça. parenthèse Non, mais pour les tout à fait. médias, hein, puisque je suis encore journaliste attitrée accréditée. Tu parlais des frères musulmans, je vais plonger dans ce sujet qui n'est pas un beau sujet, mais qui Mm. n'en reste pas moins intéressant. Et j'aimerais beaucoup t'entendre à ce propos. Tu dis que c'est quand même l'une des périodes les plus ravageantes de ta vie, presque. Mm. C'était vraiment un cyberharcèlement vachement important. Moi, je l'ai surtout découvert avec ce roman autobiographique, quand même, c'est pas personnel, où je voyais à quel point ça t'avait vraiment mais Mm. lessivé, détruite. C'est donc ce moment où tu deviens commissaire du gouvernement auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Tu démissionnes 6 semaines plus tard parce qu'il y a eu un énorme Mm. scandale, une grande polémique. Est-ce que tu peux nous expliquer? Euh, Alors déjà, il y a le côté plus personnel où en fait, quand on m'avait proposé cette fonction, euh,
J'étais déjà assez fatiguée parce que j'avais fait beaucoup de social, beaucoup de bénévolat. Il y avait la crise du Covid qui venait de passer. Ah oui. Et j'avais eu C'était en mon quelle année? Ah oui, 2021, je l'ai 2021, dit, ouais, oui. c'est ça. Et j'avais eu mon troisième enfant. Et j'étais déjà en état de saturation. Et donc, j'avais arrêté toute une partie du travail social que je faisais Mhm. en me disant, je vais prendre un peu de temps pour moi. Oh, super. C'est ça. Et donc, c'est dans cet état d'esprit qu'on vient me chercher. Et moi, la première chose que je dis, c'est que je veux pas être politique partisane parce que, en fait, je fais de la politique, mais au niveau plutôt, en anglais, on a la différence entre politique, c'est policy. Donc, moi, je fais plutôt de la policy. Je parle politique, mais Ouais. c'est plutôt dans le sens politique public, mais pas partisane. C'est-à-dire Mhm. que je ne fais partie d'aucun parti. Parce qu'aujourd'hui, je trouve, et je trouve toujours aujourd'hui encore, comme il y a Mhm. 4 ans, qu'il n'y a aucun parti politique où je me dis, je me reconnais vraiment, je pourrais porter les idées de ce parti. Donc déjà, c'était une chose, je prends pas de carte de parti, et puis j'avais un mauvais sentiment en fait. Et ça, c'est un message que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est d'écouter leur sixième Ouais, sens. bah oui. Parce que quelquefois, on essaie de raisonner. Moi, j'avais vraiment les boules au ventre. Et puis, je me suis dit, bah non, il n'y a pas de raison. Et c'est un beau Ok. poste aussi. Oui, Et c'est ça te permet pas de défendre un peu ce que tu exactement. défends au quotidien sur le terrain, quoi. Voilà, et puis j'ai toujours eu un peu cette pression, j'essaie d'en sortir un peu, il y a personne comme toi là, il faut y aller, quoi. Ouais. Donc c'est une porte qui t'est ouverte, tu dois y aller. Donc à un Mhm. moment donné, tu dis, bon, je peux pas tout porter, mais bref, C'est Sarah Schlitz, ça rachète, toi. Schlitz qui te propose. C'est Elle est ça. écolo. Ouais. Donc ça signifie quelque part, tu es un peu à ce moment-là assimilé au parti écolo ou c'est C'est pas vraiment ça. comme ça que ça fonctionne? Oui, je suis un peu assimilée au parti écolo et pour la politique de genre, j'étais alignée avec le parti. Oui, oui, Donc c'est ça. j'étais alignée avec sa politique, je veux dire. Donc par rapport à ça, pour la politique de genre, Ouais, ouais. voilà. Donc ça, il y avait pas de j'étais prête à porter Mhm. les idées de la secrétaire d'État à ce moment-là parce que c'était aussi mes idées. Et donc du coup, je me dis, ok, pourquoi pas. De toute façon, c'est une réunion par mois. C'était du quasi bénévolat. Je crois que c'était payé 50 € la Ah, bah, séance. super. Donc, ouais, c'est ça. Les politiques de genre, ça n'en est pas très bien payé. Et donc, je me dis, ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai envie de faire sur le côté, parce que j'étais dans une réorientation professionnelle. Bon, après, pour les gens qui me connaissent, je suis en réorientation professionnelle tous Tout le les 2 temps. ans. C'est ça. Je me demande toujours D'où ce que les je vais faire de ma livres. vie, c'est ça. Exactement. C'est très bien. Et donc, comme tout le temps, je suis dans cet état de, comme je disais quand j'ai eu mon premier job, de paranoïa en me disant, tiens, Mhm. est-ce qu'on va me tomber dessus par rapport au foulard? Donc, je me renseigne au niveau juridique, il n'y a rien, il y a un vide juridique. Et puis, du coup, ok, donc le premier conseil d'administration se passe. Bien, Mhm. pas de problème. Même à ma famille, je ne l'ai pas annoncé jusqu'à ce que... Donc, il y avait un Mhm. arrêté ministériel et puis un arrêté royal. Le roi devait signer ma nomination comme pour ce genre de poste. Ok. Et donc, même à ma famille, j'ai rien dit jusqu'à ce que ça passe. Ça a pris 2 mois, quoi. En me disant, on ne sait jamais. Mhm. Okay, il ne faut pas que ça sorte. Et puis finalement, voilà, c'est sorti. Je fais mon premier conseil d'administration. Tout se passe bien. Donc, voilà, je le mets sur les réseaux sociaux. Et puis là, boum. C'est là que tout le monde commence à Donc c'est au s'exciter. niveau des réseaux sociaux C'est au niveau des réseaux que les gens se sociaux. rendent compte qu'une personne, une femme qui porte le voile est commissaire en Belgique. C'est ça. Donc en fait, moi, je le mets sur mon réseau privé. Ouais. Et il y a, d'ailleurs, c'est une personnalité politique qui l'a repris. Comme quoi, moi, je dis toujours, j'ai été Ouais. instrumentalisée par tout le monde, y compris des gens de droite comme de gauche. Ouais. Okay. Personnalité politique qui l'a repris, qui l'a envoyé à un journaliste. Et le journaliste a fait C'était qui la article. personnalité politique? Je crois Tu veux pas faire du name dropping? Oui, c'est ça. Parce qu'elle Ok. n'aurait pas pu savoir tout ce qui allait se passer. Ouais. En fait, je veux dire... Oui, et en plus, ça peut être une bonne chose de faire un peu de pub autour de ça et de dire, allez, voilà, les gars, pour cette c'est bien, on personne-là, avance, c'était de la quoi. pub. Mais Ouais. ce qui me dérange, par contre, là-dedans, c'est le fait qu'on utilise ton nom sans te demander ta permission. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu après. Mhm. C'est que même dans les personnes, en quelque sorte, qui me soutenaient, ils faisaient des rapports, des posts, mais ils ne me demandaient pas mon avis. Même en me soutenant. Mais Ok. explique-nous, qu'est-ce Oui, qui a donc, posé problème même dans ces premiers postes? En fait, c'est quoi? C'est le c'est ça. fait qu'une femme Une femme qui voilée porte ait le une foulard. fonction Voilà. dans le public. C'est ça, une fonction d'autorité dans le public et en plus dans l'égalité des femmes et des Oui, hommes. oui. Donc c'est ça Et le... rappelle-nous aujourd'hui le cadre, parce que moi, ça me perd tout le temps. Je sais plus Ouais. jamais où on en est. En Belgique, aujourd'hui, on peut porter le voile partout, sauf dans la fonction publique? Non, on Ou peut... c'est pas encore... Par exemple, commissaire du gouvernement, aujourd'hui, légalement, je peux c'est ça. siéger. C'est en ce que fait. veut le MR, mais alors ça n'a jamais abouti. Non, C'est ça. ça n'a Ok. jamais abouti. Donc aujourd'hui, tu peux porter le voile partout. Ça dépend des administrations publiques, en fait. Oui, c'est ça. Après, chacune a ses Voilà, c'est ça. réglementations. Mais c'est comme dans les écoles, c'est pas Oui, clair. voilà, c'est ça. En fait. Libre choix aux institutions. Voilà, ça n'a jamais été vraiment clarifié, en fait. Ils n'arrivent Ok. pas à avancer dessus pour clarifier. Moi, je suis demandé d'ailleurs une clarification. Ouais. Je veux dire, Qu'on arrête pour le éviter stress que... avant les... Oui, c'est ça. Et surtout qu'on évite qu'après, ça retombe sur une personne. Parce que finalement, voilà. Et donc, voilà, quand j'ai été nommée, justement, il y avait ça a commencé par la NVA, donc le parti nationaliste flamand, qui a interpellé l'EMR. Et donc, du coup, de là a commencé tout l'emballement médiatico-politique. Et qu'est-ce qu'on reprochait? Que je porte le foulard. Et puis ensuite, on est parti chercher aussi dans mon profil. Oui, c'est une militante.
Elle peut pas. Enfin, le fait qu'on dise que les militants peuvent pas être en politique, moi, je trouve ça très grave. Ça veut dire qu'on est que des gens qui croient Ouais. pas en ce qu'ils font. Enfin, c'est quoi? Et t'es militante, on te reprochait d'être militante quoi Parce que j'ai toujours voilà, défendu le droit des femmes, le droit des jeunes. J'ai toujours eu des discours pour l'inclusion. Et donc, du coup, quelquefois, ça Les plaît pas politiques, forcément. par définition, alors, sont militants. Il n'y a pas un politique qui ne défend pas quelque chose. Exactement. Donc ça, c'était un reproche qu'on me faisait. Ok. Voilà. On m'avait dit qu'on ne peut pas être arbitre et joueur en même temps. Enfin, voilà. Mais on s'attaquait frontalement au voile ou on n'osait pas trop dire que c'était le voile qui posait Non, le problème? voile, on s'attaquait frontalement au voile. Ah Hein. oui. On s'attaquait. Signe convictionnel. C'est ça. Il faut dire aussi qu'à l'époque, il y a eu aussi un concours de circonstances qui a fait qu'il y avait une plaignante qui avait déposé plainte contre la STIB parce que la STIB lui a refusé, donc la STIB, donc le transporteur public bruxellois, Oui. qui avait lui avait refusé un emploi à cause du voile Ah oui, et qui je a me eu souviens. à ce moment-là un arrêté qui disait en fait c'était illégal et Ouais, donc en ouais, je me fait la souviens STIB ne bien. peut pas discriminer sur base du voile. Et Ouais. donc il y a eu déjà cette défaite amère et donc je suis arrivée juste après. Ok. Et donc, ça a été. Tous ceux qui étaient frustrés de cette défaite ont sauté sur l'occasion pour aussi. Mhm. Voilà, Ils se sont déchargés, quoi. voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé après au niveau, quand tu parles vraiment de cyberharcèlement, c'était quoi? En fait, ce qu'il y a, c'est que donc il y a eu. À un moment donné, j'avais ma tête dans les journaux en une pendant 6 semaines, en fait, tout le temps. Mhm. Au début, j'essayais de gérer ça, voilà, en répondant aux interviews, tout ça. Et finalement, on m'a vite dit, OK, arrête, parce qu'il y a un emballement qui va te dépasser. Mhm. Et comme je disais, c'était pas ma fonction première, en fait. Donc, c'était très compliqué aussi en termes de temps et d'énergie de gérer ça. Et en termes de moyens, parce que je n'avais pas d'attaché de presse. Oui, c'est J'avais ça. personne pour gérer ma com, en fait. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé surtout sur Twitter, donc X aujourd'hui, où les personnalités publiques, politiques, tweetaient voilà, des attaques, souvent assez personnelles. Et toute la horde de haters Ouais, reprenait ça. Et en fait, comme c'était en plus une personnalité politique qui le disait, ça légitimait en quelque sorte le discours et allait encore plus loin. Et il y avait même des personnalités politiques qui retweetaient des trucs assez violents. des appels à la haine, hein, dans ton Oui, livre, en tout voilà. cas, les tweets sont vraiment, mais d'une violence Et les qui fait tweets, je les ai peur, pas quoi. inventés. En fait, dans mon livre, Mhm. j'ai juste modifié le contexte parce que j'ai quand même écrit Ouais. une fiction. Mais franchement, j'ai été ouvrir mon dossier de 200 pages avec tous les tweets et j'ai juste repris. Donc, en fait, c'est vraiment d'une violence incroyable. Et tu lis ça, tu te dis, mais on parle de moi, là. Et c'est ça qui est compliqué, c'est à un moment Mhm. donné se dissocier, se dire, en fait, c'est pas de moi, c'est pour ça que j'ai appelé ça, c'est pas Ouais, ouais. personnel. Mais c'est vrai, c'était pas personnel, c'est pas vraiment de moi dont on parlait. C'est ton voile. Mais c'était mon voile, c'est ce que je représente. Et le fait aussi, il y avait même quelqu'un qui avait tweeté en disant cette femme est super dangereuse parce qu'en plus elle est intelligente. Donc en fait, on peut pas être une femme musulmane visible et être intelligente. Ouais. Il faut être voilà, Mhm. plutôt dans les Mhm. basses fonctions, quelque sorte de la société, Mhm. qui sont celles d'ailleurs qui font fonctionner la société, Mhm. mais il faut pas être visible et surtout pas en autorité. Et donc ça avait choqué que j'ai pu y accéder. Comment elle a fait pour y accéder? Et en plus, comme si la machine n'était pas suffisamment déjà déchaînée, il y a eu ce rapport de la sûreté de l'État sur le fait C'est que tu ça. aurais eu des contacts avec les frères musulmans. La Oui. sûreté de l'État qui a bien précisé qu'elle ne pouvait pas affirmer que tu en étais consciente. Ouais, Enfin bon, on va pas entrer dans ce débat-là, mais donc c'est c'est vrai que ça, ça. c'est venu à nouveau gonfler la machine. Mm. Comment tu t'es sortie de là? Ouais, et c'est vrai que ce rapport, ça a été. Moi, je l'ai vraiment découvert avec les médias. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensaient que j'étais au courant avant, mais j'ai vraiment découvert en lisant un article et j'ai même été très choquée. Et bon, j'ai plusieurs regrets, mais j'ai un regret, c'est pas avoir été au comité de déontologie par rapport à cet article-là, parce qu'on m'a pas consulté, on parlait de moi et qu'en plus on a dit des choses fausses. Et donc, en fait, j'avais été voir à un moment donné quelqu'un qui faisait la communication après. C'est après que j'ai compris que je devais aussi m'entourer d'experts. Donc, c'est aussi un conseil aux gens, si vous vivez quelque chose de Mhm. difficile, entourez-vous d'experts Ouais. indépendants qui ne vous connaissent pas vous personnellement, parce que c'est eux Mhm. qui vraiment peuvent dire. Ils me disaient, mais enfin, c'est quand même génial. Je crois que tu dois être la seule musulmane qui a un rapport qui dit que tu n'es pas membre des frères musulmans. Il faut l'utiliser comme ça. Ouais. Et donc, voilà, moi, j'ai découvert ce rapport. Donc, c'était... je me suis dit, mais c'est pas possible. Même, j'avais déjà démissionné quand l'information est sortie. Ah, je pensais que c'était venu avant. Non, en fait, donc j'ai Ah. décidé de démissionner, je crois que c'était le jeudi. Ça a été, tout le monde a reçu l'information jeudi soir. Et le vendredi, l'information sur le rapport est sortie. Et donc, je me dis, en fait, même quand tu as démissionné, ils veulent t'enterrer, Ouais. quoi. En fait, n'essaye pas de remonter. C'était vraiment cette impression que j'avais. Ouais, alors je pense à ça parce que je me souviens en avoir parlé avec Salma à l'époque, mais en plus de ça, Salma venait d'être nommée Oui, ça porte-parole faisait ou pas déjà longtemps. depuis, mais en tout cas, il Ouais, y avait une ouais. concordance comme ça où
c'était hyper dur aussi pour Ouais, elle. ouais, On oublie qu'il y a vraiment des histoires personnelles ouais, au sein des partis. Elle était porte-parole au MR, le MR qui qui m'attaquait. t'attaquait pour Ouais, avoir accepté ce poste. On savait même pas très bien ce qu'on te reprochait, puisque toi, finalement, tu as accepté quelque chose ouais, qu'on t'a proposé. ouais, Donc, il y avait tout un micmac comme ça. Ta famille, ouais. comment est-ce qu'elle a réussi à s'apaiser? Enfin, comment vous avez géré ça en famille? Franchement, je suis très fière qu'on ait réussi à gérer sans même s'être embrouillé une seule fois, en fait. Mhm. C'est-à-dire que, bon, il faut savoir aussi que ma sœur est une mère célibataire, c'est une warrior, c'est une lionne qui a élevé ses On deux va filles seule. l'inviter, hein, Salma. Ouais, franchement. Donc, ma sœur, parce que beaucoup de gens disaient, oui, elle a qu'à démissionner. Enfin, donc, non, en fait. Et moi, j'étais contre le fait Ah qu'elle ouais. démissionne. Et puis aussi, elle aimait bien son travail au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on avait nos divergences de Mhm. valeurs. Par rapport notamment à ce parti politique, en effet, je me rappelle avant même qu'ils s'en prennent à moi, déjà je disais, pour moi c'est un parti qui m'oppresse. Mhm. Je me rappelle toujours d'une fois une discussion que j'avais eue avec Charles Michel à l'époque où je disais, je suis libérale mais je ne voterai pas MR parce que votre parti m'oppresse. Ouais. Ok. Par Donc rapport à Charles ça. Michel, grande figure Ouais, libérale en c'est ça, Belgique voilà. à l'époque. Exactement. Et j'expliquais par rapport à cette question en fait de mon identité musulmane. Pour le reste, il y a beaucoup de choses avec Mhm. lesquelles je suis alignée parce que je suis plus libérale de nature. Et donc, comme ma sœur voulait l'argent, je disais, voilà, sur ça, moi, c'est un Ouais, parti qui ouais. m'oppresse, donc voilà. Et donc, j'ai accepté le fait qu'elle Mhm. prenne ce poste-là, on a discuté, et donc après, en effet, on ne s'attendait pas à ce qu'on se retrouve aussi personnellement. Bah oui. Euh, Mais tu voulais pas qu'elle démissionne. non, et je lui ai dit, dès le départ, je lui ai dit que ça va être compliqué pour toi. Donc, affiche le fait que tu as un conflit d'intérêts et ne te mêle pas de tes histoires. Enfin, tu ne peux Mhm. pas te mêler de ça. Et Ouais. donc, c'est ce qu'elle a fait. Et elle a essayé de faire au mieux, elle aussi. Pour elle, ça a Mhm. dû être très dur aussi d'entendre des choses et de ne Ah pas bah ouais. réagir. Elle a sûrement essayé de défendre et tout ça. Mais voilà, on a quand même essayé de vraiment garder ça en se disant, Mhm. OK, c'est de la politique. Pour eux, c'est un jeu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi chez les personnalités politiques, c'est qu'il y en a beaucoup qui venaient me voir après, même pendant l'histoire, et même du MR, qui venaient me voir en me disant, oui, soutiens avec ce qui t'arrive, je soutiens ce qui m'arrive, enfin, c'est quand même ton président de parti qui m'attaque en fait. Et donc, oui, oui, mais bon, c'est lui, c'est pas moi. Enfin, et donc, c'est un peu aussi un jeu politique qui se fait, et moi, je ne suis pas là-dedans. Ouais. Et ce n'est pas mon emploi plein temps Mhm. aussi. Ouais, ouais. Et donc, c'est ça que je disais, moi, je n'ai pas une Mhm. équipe com qui va me défendre comme Mhm. vous. Je n'ai pas quelqu'un qui écrit mes punchlines quand je vais faire une interview, Mhm. en fait. Et donc, c'est ça qui était plutôt compliqué à gérer pour Mhm. moi. Et c'est là que je me suis dit, OK, j'ai été entraînée dans l'arène politique partisane dans laquelle je ne me retrouve pas. Et donc, je m'en suis extraite Ouais, ouais, aussi et, vite. au plus vite que je pouvais, quoi. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'issue, vraiment. Ouais, mais c'était hyper courageux aussi de te retirer parce que on pourrait se dire non, se retirer, c'est faire aveu d'échec, se Ouais, retirer, c'est affirmer les doutes et c'est confirmer les rumeurs. ouais, Mais non, se retirer, pour toi, c'était quoi? C'était juste merci, j'ai ouvert la porte, c'est ça. c'était très beau, merci, bonsoir, je repars. Oui, c'est ça, parce que j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit, oui, c'est dommage, j'y étais arrivée et du coup, t'es partie. Je reste un être humain, j'ai une famille, Mhm, j'ai un mari qui était très affecté aussi par rapport à ça. Donc je crois que c'est encore plus difficile pour les gens qui t'aiment quand tu es en train de ouais. vivre ce genre de choses, de le vivre en fait. Et à un moment donné, tu te dis non, là j'ai atteint la limite de ce que je Mhm, pouvais supporter. Et surtout, je ne voyais pas d'issue. mhm, C'est-à-dire que je voyais qu'un engrenage qui continue, qui continue, qui mhm, continue. Je n'avais pas d'issue par rapport à ça. Et je pense que si c'était peut-être une fonction à temps plein, qui m'aurait nourri en quelque sorte en fin de mois, mhm. je serais peut-être Ouais, restée. ouais, Mais là, je ne pouvais plus travailler. Moi, j'étais indépendante, je venais de me mettre en tant qu'indépendante et je ne pouvais pas travailler. ouais, ouais. Et moi, s'il y a bien une chose sur laquelle je suis claire, c'est pour moi, les femmes doivent avoir leur propre revenu. Et c'est une émancipation, Mhm, c'est pas une question juste de fierté ou quoi que ce soit, c'est important. Et moi, j'ai été éduquée comme ça. Ma mère m'a toujours dit, tu vas travailler, tu vas avoir tes propres revenus. Et donc, à un moment donné, de ne plus pouvoir travailler pour 50 euros par mois, non. c'était pas Il y avait possible, aussi quoi. ça. C'est aussi la Ouais. limite de ma militance, Mhm, que je dois assurer le bien-être de ma famille en mhm, priorité, mon bien-être à moi, parce que si je pète mhm, un câble, à un moment donné, enfin, voilà, je ferai plus rien. mhm. Donc, personne n'y gagne. Et puis aussi de pouvoir travailler à côté, parce que je pouvais plus rien faire. Vraiment, ça, c'était pas Oui, et possible. puis dans le livre, en tout cas, tu parles aussi de la santé mentale, hein, qu'à un moment, Ouais, tu étais lessivée, mais oui, vraiment, physiquement, il n'y avait plus moyen oui, de faire grand-chose. ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as pensé à retirer le voile? Ou en tout cas, Non, à non. douter de son importance Non, je pense que ce qui m'a aidée, c'est que j'étais déjà beaucoup plus ancrée à ce moment-là que mhm, quand j'étais jeune étudiante qui cherchait un travail. ouais, C'est qu'en fait, j'en ai tellement vécu des histoires, alors c'est la pire, mais j'en ai tellement vécu que ce n'était qu'une de plus mhm, et que je savais que j'allais la surmonter. En fait, mhm, j'avais cette certitude que j'allais la surmonter. Et je pense aussi que mes enfants m'ont beaucoup aidée sans qu'ils le sachent. Parce qu'en fait, si tu n'as pas d'enfant, que tu rentres le soir et que
Et en fait, je m'étais T'es vraiment au fait la boulot. réflexion. Ouais, Ouais. tu prends ton téléphone et tu réponds aux haters sur Ouais. Twitter. Moi, je n'avais pas l'option de le faire. C'est-à-dire que je voulais le faire. Mais maman, ta, ta, ta. Et donc, en fait, à un moment donné, je me suis dit, ah purée, s'ils n'étaient pas là, j'aurais pu répondre. Ouais. Mais en Et je me fait, suis dit, mais en heureusement fait, que non, j'ai pas pu heureusement, répondre. parce qu'en fait, il n'y a pas Ouais, de fin. ouais. Il n'y a pas de fin à Mhm. répondre à ces haters. En plus, ils Ouais, sont ouais. 10 sur le même compte. Enfin, voilà, c'est... Oui, c'est que finalement, on a l'impression qu'ils sont nombreux, mais bon, en tous les cas, Oui, dans c'est ton ça. livre, tu sembles dire que bon, ça représente pas autant que ça, mais ça C'est touche ça. beaucoup. Ça t'a Ça laissé des touche. marques, ça, cette période de cyberharcèlement et cette polémique, en fait. Bah, oui, franchement, par exemple, enfin, il y a des bêtes petites choses. À un moment donné, j'étais vraiment dans une paranoïa qui était en fait assez justifiée, parce qu'il y avait souvent, en effet, des gens qui m'accostaient dans la rue, qui me reconnaissaient. Ouais. Et oui, et puis Et, certains tweets, si je me souviens bien, s'attaquent directement à ta famille, ou en tout ouais, cas, j'ai ton adresse, enfin, ça ouais, devient c'est un peu. ça. C'est ça. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que enfin, marrant, la recherche, donc on a tapé Issa Nawash, le premier mot qui venait, c'était Marie. Donc les gens voulaient savoir c'était qui. Ça, c'est dingue. Ça, on ne fait pas quand c'est un homme, hein. On ne cherche pas qui Ouais. est sa femme, hein. Non. Mais la femme, on dit qui l'autorise à être ce qu'elle est, en fait. Oh mon Dieu. C'était vraiment, il y avait des discussions comme ça. Qui Ouais. l'a autorisé, quoi. Et, euh, et donc, oui, ça laisse des marques. Par exemple, je fais très attention à mon adresse. Enfin, Mhm. personne n'a mon adresse. Même quand je dois signer des choses, je mets le siège de ma Ah société. oui. Donc, je veux surtout pas qu'on ait mon Encore adresse. aujourd'hui. Oui, oui, j'ai encore ce truc. Ouais. Mhm. Donc, même quand je dois signer, je mets toujours le siège de ma société parce que Ouais. je ne veux pas qu'il y ait mon adresse ou que ce soit. Et je me Mhm. ferai rien livrer à mon nom chez moi non plus. Donc, ça, c'est des marques qui sont restées, quoi. Ouais. Je fais très attention par rapport à ça. Est-ce que ça te choquerait que tes enfants, mais t'as pas de filles, je pense que t'as que J'ai des 2 filles et garçons. un Ah, je garçon. pensais que t'avais que des garçons. Si tes filles, elles ont quel âge? La première a 10 ans, la deuxième va avoir 8 ans Ouais. et le dernier a 5 ans. Si celle de 10 ans voulait se voiler aujourd'hui, À 10 ans, oui, ça me choquerait, non. et tu refuserais, enfin, comment tu argumenterais Ouf! Haha, dur, dur. Ma fille dit plutôt qu'elle va pas mettre le voile, donc c'est compliqué d'imaginer. Ok. Pourquoi c'est Euh, trop tôt, selon toi? bah, elle n'est même pas pubère, en fait, donc c'est aussi Ouais. simple que ça. Enfin, non, Et tu l'expliquerais en disant, enfin, tu lui expliquerais en disant qu'il faut d'abord qu'elle réfléchisse, qu'elle soit Oui, grande. oui, c'est ça. Faut, faut d'abord, voilà, être pubère, grandir, savoir ce que ça Ouais, implique. Bah, à la plage, c'est comme ça aussi, parce que ça, c'était ouais, quand même... ouais. Moi, je me rappelle, quand j'ai mis le voile, c'était pas facile de se dire, bah, Ah du coup, je oui. suis plus en maillot de pièce, quoi. Donc, s'il y a ça aussi, il faut être Mhm, consciente de ça. C'est aussi une contrainte, mhm. hein, qu'on se met. Donc ça aussi, il faut être clair par rapport aux femmes Ouais. qui réfléchissent à mettre le voile. Donc, oh, non, Mais disons, et c'est pas t'aimerais possible. qu'elle soit convaincue du port du voile, enfin qu'elle le porte à partir de ses 18 ans, par exemple? Ça te ferait, entre guillemets, plaisir? Pas Non? forcément. Franchement, comme je te disais, chez nous, je veux dire, dans ma famille, c'est pas vraiment un débat. J'ai des nièces qui portent le voile, des nièces qui ne le portent pas, et on n'a jamais eu cette discussion de dire, tiens, tu le mettrais pas, toi, et pourquoi tu l'as mis, toi? Ouais. Enfin, Non, mais même quand c'est c'est juste, pas un débat, est-ce que tu es à même. l'aise avec ça? Oui, oui, C'est oui. toi qui le Mais vis au parfois, tu final. projettes un peu sur tes enfants, même si tu leur dis pas, j'aimerais bien que tu sois docteur comme moi, mais j'aimerais pas que Ouais, tu sois journaliste comme moi. Je vais pas te le dire, mais quelque part, en moi, ça me ferait ouais, plaisir que tu suives ma voie. C'était juste ça. Mais ouais. toi, pas forcément. Ça reste des cheminements personnels. Oui, et puis c'est surtout pourquoi tu fais les choses. En fait, pour moi, c'est ça qui est essentiel, c'est pourquoi tu fais les choses. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais les choses? Ouais. Et ça fait partie de l'ancrage qu'on a. Mhm, Si tu fais quelque chose pour les mauvaises raisons, ben, qu'importe si ce que tu fais est bien, ça ne va mhm, pas. ouais. Donc c'est ça qui est pour moi essentiel. On termine toujours l'entretien par une même question. Quelle est l'a priori qui te blesse le plus concernant une femme qui porte le voile? C'est sur l'intelligence. Moi, je crois que c'est vraiment ça. Ça, c'est peut-être avec l'éducation de ma mère que pour elle, l'intelligence est centrale. Et qu'on se dise qu'en fait, t'es bête, que tu comprends pas le français, que tu comprends pas ce qu'on Parce va que tu portes le t'expliquer parce voile. que tu portes le voile, ouais. Et ça, tu Ouais. l'as déjà ressenti? Et d'ailleurs, c'est pas que porte le voile, c'est aussi, je veux dire, j'ai eu le cas il y a, il y a quelques semaines à une réunion, c'est dans le domaine de l'énergie, où il y a un homme qui me répond comme si j'étais une débile qui comprenait pas en fait des indicateurs financiers, quoi. Et j'étais vraiment en choc, quoi. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que je suis plus jeune? Parce que j'étais la plus jeune de la salle. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que je suis d'origine marocaine? Est-ce que c'est parce que j'ai le voile? C'est peut-être un Alors, on combo. a le choix. Qu'est-ce C'est qu'on peut-être va... un combo, mais vraiment, je me dis, Dingue. mais c'est pas possible. Tu lui as Et répondu quoi? je lui ai bien répondu. J'ai même été un peu plus loin en challengeant un peu plus, parce que du coup, j'avais envie de bien l'embêter. Comme ça, de dire, ah, tu crois que je comprends rien, mais tu vas voir. Mais je me suis dit aussi, mais j'aimerais bien être comme ces gars dans cette réunion, juste se poser la question du sujet qu'on est en train de Mm. discuter
et de pas être dans cette lutte permanente Mhm. par rapport au billet que lui peut avoir, quoi. Mhm. Ah, j'avais encore une Oui, question, je suis vas-y. désolée, mais puisque tu parles d'hommes, est-ce que ça te dérange que les hommes ne portent pas le voile ou qu'il n'y ait même pas cette réflexion pour les hommes qu'elle soit que de mise pour les femmes? Non, parce qu'ils ont d'autres injonctions. Donc c'est pas. En fait, je suis pas dans la comparaison homme-femme. Et justement, pour moi, le féminisme que je conçois, c'est pas dans la comparaison homme-femme. C'est juste, tu prends ta liberté et tu fais tes propres Mhm. choix. Et donc, je suis vraiment pas dans cette logique de comparaison parce que, je veux dire, en plus, si je devais comparer, franchement, ce serait pas ça. Enfin, la grossesse, l'accouchement, Ouais, excuse-moi, ouais. mais Non, mais pas comparaison, mais se dire c'est c'est une option qui ouais, n'existe pas vraiment pour les hommes. Et bizarrement, elle voile, donc elle ouais, cache. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de mm, la soumission. Bah, je dis pas que c'est vrai, hein, mais ouais. de l'ordre de la soumission, effectivement du respect des règles, de ne te montre pas trop, ne sois pas trop Mm. visible. Ça t'a jamais dérangé, ça? C'est pas justement te C'est pas montre du pas tout une trop. question piège, hein, C'est ça. vraiment, Non, non, ça mais je m'interroge comprends. beaucoup. Non, non, mais c'est une bonne question. Mais justement, c'est pas ne pas être visible parce que je suis très visible. Mhm, C'est être visible comme tu as envie d'être. Donc, enfin, pour moi, le fait de porter le voile, c'est pas lié à ma visibilité ou ma non-visibilité, mhm, parce que justement, je suis très visible. C'est justement pouvoir être à l'aise dans ma visibilité en mhm, m'affichant comme j'ai envie. Mais pour moi, je veux dire, si on regarde, il faut regarder l'ensemble. Tu vois, par exemple, oui, le voile, c'est une recommandation pour les femmes, pas pour les hommes. Ok. Les hommes ont des obligations, si on parle de l'islam, qui sont tout autres. Si on prend l'islam stricto sensu, les hommes ont l'obligation de subvenir aux besoins de leur famille. Ils ont l'obligation de travailler. Et leur argent est celui de la famille. La femme a le droit de travailler. Donc l'homme ne peut pas lui dire tu peux ou tu peux pas. Elle a le droit de travailler, mais elle n'a pas le devoir de travailler. Et son argent est son propre argent. Donc elle dispose de son argent comme elle veut. mhm, Et l'homme est responsable voilà, des besoins primaires de la mhm. famille, etc. Et donc, c'est pour moi, par exemple, une responsabilité qui est bien plus lourde que juste je mets le voile quand je sors. Okay. Donc, c'est Mhm, pour ça que c'est des choses qu'il faut regarder de manière holistique. mhm, Et je comprends, pour revenir aussi à ce que tu disais, je comprends qu'on ne comprenne pas le voile si on regarde que le voile. mhm, Il faut regarder l'entièreté, en fait. Et c'est pas je choisis ça et je laisse ça, mhm. etc. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Ouais, et c'est grâce à cette conversation qu'on espère on aura un petit peu éclairé certaines lanternes, dont la mienne, hein, la première, qui avait bien besoin de lumière. Merci beaucoup, Merci à Issane, toi. d'avoir été avec nous. Et je rappelle aussi tes deux livres parus donc, en 2024 et 2023, je pense, Ouais, l'autre. c'est juste un an. Donc, C'est pas personnel, fiction, fiction autobiographique. Et ça, je te laisse dire le titre. Open Up Your Organization. Voilà. Et donc ça, on n'en a pas parlé, mais très intéressant, c'est notamment sur le parcours de 12 femmes, parcours Ouais. professionnel, dont le tien 12 aussi, je femmes et hommes pense. aussi, là. Ah, mais ok. Ouais. Et donc sur une nouvelle façon Sur le d'aborder leadership. voilà, le leadership, le management. Merci à Exactement. toi. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes audio et vidéo et puis à activer la notification sur YouTube. Si vous n'avez rien suivi de ce que je viens de dire, tout est écrit dans la description de la vidéo. À très vite.